Et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir vous parler d'une partie de mes travaux et aussi d'être très bien entourée. Ça fait très plaisir. Et puis de pouvoir parler d'un sujet qui me semble central donc lorsqu'on parle de la protection de l'enfance. Quelques réflexions voilà, qui sont dans cette présentation se retrouvent dans le numéro de la Revue française d'affaires sociales dont a parlé Isabelle. L'analyse que je présente aujourd'hui est construite à partir d'une recherche principale sur la construction des liens dans un contexte de pauvreté et intervention sociale. Une recherche ethnographique longue qui a eu lieu entre 2009 et 2016 dans le nord de la France. Ethnographie longue parce que j'ai vu les familles plusieurs fois, parfois 6, 7 fois et pendant de longues années. J'ai rencontré 15 familles de façon approfondie. J'ai réalisé 50 entretiens avec des mères, des pères, des enfants et d'autres personnes qui habitaient dans le ménage. C'est l'idée de l'enquête ethnographique. On n'est pas intéressé à avoir un échantillon très large, mais d'aller en profondeur sur quelques cas qui sont bien différents les uns des autres. Ces familles étaient pour la plupart suivies dans le cadre d'une action éducative en milieu ouvert, une AMO. Je les ai rencontrés dans différents contextes, à domicile, au moment de leurs courses, des activités sportives, des loisirs des enfants, au restaurant, à l'hôpital, au tribunal ou au moment de rencontres avec les éducateurs. Ces familles m'ont été présentées par les éducateurs et éducatrices qui les accompagnaient dans les cadres de l'AMO. Et j'ai rencontré celles qui ont bien voulu me rencontrer. Elle s'inspire aussi, mais de façon un peu plus éloignée, d'une recherche que j'ai coordonnée sur les bénéficiaires du RSA dans le Pas-de-Calais, donc une recherche commanditée par la CAF et le département du Pas-de-Calais. Quelques précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme ça a été dit, j'ai une entrée qui est particulière, qui est la pauvreté. Une pauvreté qui, dans mes travaux, on peut dire est multidimensionnelle. Donc, ce n'est pas une pauvreté uniquement financière, mais elle est liée aux conditions de logement, au quartier, à la santé, l'accès aux soins, à l'éducation et à la culture. La pauvreté, c'est aussi une histoire de ressources économiques, sociales et culturelles. Et je préfère même utiliser le plus souvent la notion de pauvreté au pluriel, donc avec un S à la fin. Les personnes que j'ai rencontrées vivent dans une situation de grande pauvreté. Si on se base sur les indicateurs de l'INSEE, ça permet de préciser un peu plus le public sur lequel j'ai travaillé. Cela veut dire qu'elle conjugue la faiblesse des revenus et la privation matérielle et sociale sévère. Juste pour donner quelques petits chiffres, leur niveau de vie médian est à moins de 50% de celui du reste de la population. Et elle déclare 7 fois plus de privations matérielles et sociales que les personnes non pauvres. Pour vous donner une idée, cela concerne presque 2 millions de personnes en France, et puis 35% des enfants, donc on est autour de 2,5% de la population. Elles sont aussi dans une situation de pauvreté persistante, et ça fait le lien à ce que vous avez dit tout à l'heure, ce qui va souvent ensemble, ce qui veut dire que ces personnes restent au moins 3 ans dans la pauvreté, et parmi les pauvres, ils sont 40% à rester plus de 3 ans, et parmi mes enquêtés, on peut dire que certains sont depuis toute leur vie dans une situation de pauvreté.
J'organise ma présentation en 3 parties. Donc, une première sur mes observations concernant les conditions de vie des personnes. Ça va être, vous allez rentrer très rapidement dans leur logement. Une deuxième sur les effets de ce que j'ai pu observer sur les personnes et la vie de famille. Et puis une troisième et dernière partie sur la place de l'intervention sociale, plus précisément sur la protection de l'enfance. Donc, premier point sur les conditions de logement des personnes rencontrées. Il est intéressant, important de placer, on l'a dit, d'ailleurs on va se croiser pas mal les 2 interventions, de placer cette question du logement dans une trajectoire individuelle et familiale. Dans ce sens, je peux observer la porosité entre ces familles qui avaient un logement lorsque je les ai rencontrées et celles qui sont sans domicile. Certains avaient été à la rue, au foyer pour femmes et enfants, au foyer pour jeunes travailleurs, hébergés par des connaissances ou des amis, ou vivaient dans des caravanes, etc. La stabilité du logement était souvent un lien avec l'arrivée de l'enfant et l'envie de les récupérer. Porter un regard sur la trajectoire permet de voir aussi les déménagements successifs de ces familles, surtout dans la recherche de meilleures conditions de logement ou d'un logement plus grand, qui est parfois une envie propre aux parents, mais peut-être parfois aussi une injonction venue de la protection de l'enfance. Je cite une de mes enquêtées, Laetitia DeVos, qui dit la chose suivante. Les services sociaux m'ont dit, soit vous réussissez à déménager, soit on sera réobligé de refaire un placement pour Nathan. Et puis elle rajoute, puisque j'étais en studio, il n'y avait pas de chambre. J'ai fait tout pour m'en sortir, on fait tout pour me faire... Voilà, elle était embêtée. Pour ce qui est des conditions d'habitat, toutes ces familles avaient... au niveau de leur logement ou du quartier des problèmes. Donc la famille Lagier, par exemple, passe 5 ans dans une maison insalubre. En arrivant, leur enfant, donc elle vivait, et c'était un couple qui vivait avec un enfant, donc son enfant avait 3 ans en arrivant, et lorsqu'ils partent, il a 8 ans. Une maison qui est dangereuse pour l'enfant, il y a des trous dans le plafond. Je me rappelle aussi d'avoir fait des entretiens là-bas. J'ai fait plusieurs entretiens avec un manteau tellement il faisait froid. Le papa, dans l'entretien, donc il me parle un petit bout de son entretien de la douche. Donc la douche, c'est marrant, et il ironise. La douche, vous voyez les poires d'arrosoir en ferraille, là, vous voyez? Ça, c'est notre douche. Et je demande, vous avez de l'eau chaude? Et Jean, il dit, oui, mais il fonctionne en marche forcée. Donc, si on branche, il chauffe, mais il chauffe continuellement. Donc, si vous le laissez trop longtemps branché, l'eau bout, monte en pression et ça risque d'exploser. Et en termes d'électricité, elle n'est pas aux normes. Il n'y a rien aux normes. Le chauffage, il est derrière les cartons. Il est à Caen. C'était une maison de 2 étages, donc il y avait juste un petit chauffage en bas. Les maisons sont souvent aussi petites pour les familles. Parfois, lorsqu'elles ont la bonne taille, il y a des pièces qui ne peuvent pas être utilisées, qui ne peuvent pas être occupées, ou parce qu'elles sont trop petites et on ne peut pas faire vraiment une chambre, ou il y a des travaux à faire. Donc, je donne l'exemple de la famille Vermersch, où ils sont 8 à vivre dans une maison avec 2 chambres. Et puis, ils venaient dans un appartement qui était encore plus petit. Et le papa qui dit, Johnny, moi, je suis obligé de dormir dans le fauteuil. Et moi, je lui demande, mais c'est pas un canapé-lit? Et puis sa femme, Cathy, répond, non, mon mari dort là. Elle montre le canapé qui n'est pas un canapé-lit. Mon frère dort aussi dans le salon. Moi, je dors avec mes 2 filles et les 3 gamins dorment ensemble.
Et Johnny continue, ça ne se fait pas. Moi, quand on est passé chez le juge, je lui ai dit que ça faisait des années que je dors dans le fauteuil. Je dors même pas avec ma femme. J'avais demandé aussi pour faire construire une maison plus grande en location pour les enfants, mais comme j'ai une pension, on n'a pas le droit. 5 ans après, j'ai revu cette famille à plusieurs reprises, et 5 ans après, j'ai fait un entretien avec une des enfants qui a 12 ans à l'époque. Et lorsque je lui demande si elle dort toujours avec sa mère, puisqu'elle dormait dans un petit lit ensemble avec sa mère, manque de place. Donc Jessica me dit oui, on n'a pas de place, on n'a presque pas de place. Et je lui demande, et ça t'embête pas de dormir avec ta mère? Non, c'est pas trop petit. Si oui, c'est petit, oui, je suis habituée maintenant. Et là, voilà, la question de l'habitude, de la durée de l'habitude, voilà, je pense qu'elle est importante à retenir, on reviendra. J'ai vu des logements humides avec des cafards, des toilettes ou salles de bain qui ne fonctionnent pas, où on lave les enfants dans une bassine, et un nombre important de logements qui sont très mal isolés du côté thermique, mais aussi du côté phonique, ici qu'on parle moins. Pour ce qui est du quartier, ce sont des avis, on peut dire, un peu ambivalents. D'un côté, ces familles vont chercher à aller là où il était souvent leurs parents, ou pas loin, car ils ont des connaissances, et ces connaissances peuvent être des ressources pour trouver une activité, pour trouver une maison, une autre maison. Mais en revanche, ils sont plusieurs à mettre en avant des problèmes de voisinage, où ils signalent les mauvaises fréquentations des enfants, des gens bizarres, le fait que tout s'entend d'une maison à l'autre. Sylvie Barderon, une des inquiétées, ancienne femme battue, son fils était aussi battu par le père, ne supporte pas entendre les disputes de ses voisins et les pleurs des enfants. Du coup, elle dort au salon et pas dans sa chambre. Par contre, Cathy Vermersch s'est fait agresser parfois par Johnny quand il boit. Et lorsqu'il est violent, elle tape sur le mur de la voisine pour que la voisine appelle la police. Un entretien, elle dit tout de même qu'elle préférait habiter comme avant dans une caravane. Voilà, moi je préfère encore vivre dans une caravane que dans une maison. Au moins là, on n'était pas embêté avec personne. Au moins, on pouvait parler et bien crier. Il n'y avait personne à côté. On voit aussi beaucoup de familles qui soulignent un rejet des voisins. Genre, on est mal vu, on ne nous aime pas, on ne veut pas nous parler, on ferme la porte dès qu'on passe devant. Je passe à mon deuxième point, les effets de ce que j'observe sur les personnes rencontrées et la vie de famille. Je vais très vite, vous imaginez, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps est court. Surtout pour ce qui concerne les enfants. Par exemple, on va trouver pas mal de maladies respiratoires, qui les parents même font le lien avec l'humidité des logements. Donc des enfants souvent malades, souvent aussi absents de l'école à cause de ces maladies. Le manque d'intimité, on en a parlé déjà un petit peu, des parents, mais aussi des enfants. On va aussi retrouver différentes tensions liées au manque d'espace. Tout simplement, il y a un frère qui dort au salon, le petit frère vient le réveiller, et il prend l'énervement de ce frère, et ça peut être violent. Le mari qui ne dort pas avec sa femme, comme on a vu pour Johnny. Et puis des tensions qui peuvent être aussi liées à ce manque d'espace importante. Peu de frontières entre le monde des adultes et le monde des enfants. On pourrait dire que ce sont des habitudes parfois des classes populaires, mais c'est ça qui est important à avoir en tête aussi. Il y a les habitudes qui sont liées à des contraintes.
comme raconte Jessica par le fait de dormir avec sa mère. Donc c'est une contrainte qui devient une habitude. Et cette habitude de parler de tout devant les enfants, ce qui arrive souvent, c'est aussi lié aussi à des contraintes. Les problèmes financiers, selon l'INSEE en 2017 en France, le logement constitue le premier poste de consommation de 20% des ménages les plus modestes. Dans les dépenses de logement se trouvent les loyers, les dépenses énergétiques et d'eau, les charges et les travaux courants d'entretien et de répartition du logement. Si on échelonne le détail des dépenses pour les personnes que j'ai rencontrées, le premier poste de consommation irait aux dépenses énergétiques et aux difficultés à payer les factures d'électricité qui sont très importantes. Donc, ce sont quand même beaucoup, ça fait partie de leurs dettes. Pour loyer, souvent avec l'APL, l'aide personnalisée au logement, les sommes sont finalement moins importantes. Comme dit un enquêté, tous les hivers, on a une grosse facture, donc ça fait qu'on arrive à la liquider pendant l'été et l'hiver d'après, ça revient, comme là, on a une grosse facture. Et puis l'absence de logement et le soutien, l'absence de logement rend aussi ces familles, on en a parlé un petit peu, plus visibles à l'action sociale. Donc vous connaissez, j'imagine, les travaux de Claire Gaine, Geneviève Bergonier-Dupuis, qui montrent l'accès en logement et notamment au logement HLM, ce qui joue un rôle protecteur pour ces familles. Les problèmes aussi de logement rendent visibles ce qu'on peut appeler, entre guillemets, les désordres familiaux, qui sont parfois le fruit même de ces difficultés. Troisième et dernier point, donc la place de l'intervention sociale, plus précisément de la protection de l'enfance, même si je ne veux pas focaliser sur eux, mais c'était eux qui étaient là quand j'ai fait ma recherche. Donc les familles qui ont déménagé pendant le temps de l'enquête pour avoir des meilleures conditions de logement se sont débrouillées souvent seules. Certains passaient par les mairies, mais d'autres, et la plupart que celles que j'ai vues, passaient par leur réseau propre de connaissances, beaucoup dans les secteurs privés. Dans une seule famille, il y a une éducatrice qui a activé des démarches auprès d'une association afin de refaire la chambre de l'enfant, de faire les pièces, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que les problèmes de logement sont connus des intervenants sociaux, qui sont sur place, qui connaissent les logements, mais ils ne sont que rarement, dans ce que j'ai observé, pris en compte. Mais parfois, ils sont même mis en avant pour justifier le non-retour des enfants à la maison. Donc, voilà, ils sont bien connus. Pourtant, beaucoup de choses sont faites, comme vous le savez, auprès des familles. Juste pour donner un exemple, la famille Vermersch, qui vit à 8 dans un logement de 2 chambres, il y a une mise sous curatelle, il y a une cure de désintoxication pour alcoolisme pour Johnny, il y a eu la présence des psychologues, d'une technicienne d'intervention sociale et familiale, prise en charge des 4 enfants dans des internats, parrainage pour les 2 dernières. 3 des enfants avaient une reconnaissance de handicap par la MDPH, la Maison départementale pour les personnes handicapées. Donc, pourquoi alors la prise en compte du contexte social, et en l'occurrence le logement, reste limitée? Donc, il y a différentes explications. Et je vais dépasser un tout petit peu le temps. Pas de souci, allez-y. Mais ça va aller vite. Qui ne viennent pas de moi, mais aussi pas que de moi, mais aussi de mes lectures. Donc, que je n'aurai pas le temps de tout citer, mais qui se retrouvent dans l'article. Donc, une première explication tient à une prise de distance vis-à-vis d'une forme de contrôle social envers les familles pauvres
et de leur stigmatisation. On a parlé un petit peu. Un deuxième point concerne la centralité d'une lecture psychologisante des problèmes familiaux, un lien avec la formation de ces professionnels très axés sur la psychologie. Je ne veux pas défendre une discipline ou autre, mais l'importance d'avoir d'autres disciplines. Une forme, entre guillemets, de désintérêt, vraiment, entre guillemets, pour les traitements des questions matérielles en raison de l'ingratitude de la tâche et de la baisse régulière de moyens mis à disposition, et des formes d'injonction à l'autonomie des usagers de plus en plus, on va dire, à la mode. Et là, je reviens juste aux travaux de Nicolas Duvaux qui montrent bien, sociologue, comment cela favorise souvent les personnes qui sont déjà plus dotées en ressources. Donc on voit que ces professionnels finissent par diagnostiquer et échelonner les difficultés des familles et considérer parfois aussi que les plus urgentes à traiter sont celles pour lesquelles ils se sentent compétents et aussi pour lesquelles ils disposent des moyens. Voilà, 3 idées en guise de conclusion qui dépassent un peu que uniquement la question du logement. Donc avant mes 3 idées, je voulais juste dire que je suis convaincue, et je l'ai vu, que les conditions de logement et le manque d'argent et les pauvretés avec un S en général posent problème à ces personnes au même titre que la dépression, la dépendance à l'alcool, que la pauvreté maltraite ces familles. Donc, pour revenir à mes 3 idées, donc une première, l'accompagnement de ces familles à partir du seul prisme des difficultés individuelles et relationnelles pointe l'individu comme seul responsable de sa situation et le stigmatise davantage, à mon avis. Donc, différemment d'une approche située sur le contexte social. Deuxième point. L'intervention sociale reste limitée dans son action à partir du moment où elle ne place pas la personne accompagnée dans son contexte social. Il n'a pas les ressources suffisantes pour l'écouter et répondre à ses besoins. Et troisième point, donc des psychologues, des éducateurs, éducatrices, des assistantes sociales, des TISF voient leur intervention limitée en raison du cadre de vie qui reste inchangé. L'envoi de jeunes en internat, le parrainage, les scolarités précoces restent relativement inefficaces car au retour à la maison, ces enfants retrouvent les mêmes manques et les mêmes tensions qu'au moment de leur départ. Merci pour votre écoute.